Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Second tour de l'élection présidentielle à Madagascar. Le duel entre les deux ex-chefs de l'État, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, n'aura visiblement pas suscité l'engouement des électeurs puisque l'affluence a été jugée faible dans les bureaux de vote. Dans l'actualité également, la campagne électorale touche à sa fin en RD Congo. Le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadary, poursuit sa tournée qu'il a déjà conduite dans 17 provinces du pays. Et puis au Soudan du Sud, l'ONU ouvre un tribunal itinérant, une initiative qui vise à organiser des procès dans les zones les plus éloignées du pays. Près de 10 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président à Madagascar. Un deuxième tour de l'élection présidentielle qui a opposé deux ex-chefs de l'État, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Un scrutin qui, selon les observateurs, n'a pas été marqué par une forte affluence. Les précisions de Corinne Camden. Les électeurs malgaches se sont rendus aux urnes ce mercredi 19 décembre dans le cadre du second tour de la présidentielle afin de déterminer qui deviendra le prochain dirigeant de l'île. Une affiche plutôt caucase. En effet, l'ex-président malgache Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, l'homme qui l'a renversé lors d'un coup d'État en 2009, sont au coude à coude pour la magistrature suprême. Marc Ravalomanana est à son quasi maximum puisqu'il a une clientèle socle. Et que Andry Rajoelina, qui est très présent dans les quartiers populaires et sur la côte, a encore des marges de progression. Donc disons que mécaniquement, Andry Rajoelina part avec moins de handicap. Le taux de participation va être déterminant. Pour rappel, en novembre, lors du premier tour, 45% des électeurs n'ont pas voté. Ce mercredi midi, le chef de la mission d'observation de l'Union européenne confirmait sur l'ensemble du territoire que la participation est en baisse de 3 à 4% par rapport au premier tour. Les gens sont assez désabusés, puis il y a beaucoup de gens qui sont analphabètes, des gens qui ne savent même pas qu'il y a des élections, des gens qui ne sont pas allés chercher leur carte d'électeur au Fouctan, des gens qui ne sont pas du tout intéressés. Voilà, donc tout ça fait une faible participation par rapport aux enjeux, qui sont des enjeux importants pour Madagascar des 5 ou 10 prochaines années. Madagascar a tenu sa dernière élection en 2013 et espère que ce sera son deuxième vote pacifique après le bouleversement de 2009. Les résultats provisoires de ce deuxième tour sont attendus le 1er janvier 2019. Les résultats définitifs devraient être proclamés par la Haute Cour constitutionnelle le 8 janvier. Et de son côté, le Togo se prépare pour les élections législatives de ce jeudi 20 décembre 2018. Alors que la campagne s'est déroulée dans un climat tendu, le gouvernement a déployé un important dispositif sécuritaire. Entre boycott d'une partie de l'opposition, appel à manifestation des mouvements citoyens, le climat sécuritaire est loin d'être apaisé. Pourtant, plus de 3 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes ce jeudi 20 décembre. Pour rappel, l'opposition appelle au report de ces élections et dénonce son maintien par le gouvernement malgré les désaccords. Plus que 4 jours avant les élections en RD Congo pour le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadary, la campagne se poursuit. Le prétendant à la magistrature suprême a effectué une tournée qu'il a emmenée dans 17 des 26 provinces du pays. Retour sur cette campagne avec notre correspondant en RD Congo, Jacques Amboka. Le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, poursuit sa campagne pour la présidentielle du 23 décembre. Revenu de Goma ce lundi, le candidat numéro 13 s'est envolé pour Kananga dans la province du Kasaï. À 4 jours de la clôture de la campagne, le dauphin du président Kabila a déjà parcouru 16 provinces. Aujourd'hui, il a fait l'ancienne province du Katanga. Il a fait également l'ancienne province de l'Équateur. Il a fait tout l'Est de la République. Vous avez vu, c'est un succès. Il est allé jusque dans les Congos profonds à la rencontre de nos compatriotes parce qu'il les considère. L'objectif poursuivi par la famille politique du chef de l'État est de voir Emmanuel Ramazani Shadary remporter la présidentielle d'une part et avoir la majorité pour diriger le pays au cours des 5 prochaines années. Avec un programme basé sur la restauration de l'autorité de l'État, le candidat numéro 13 est parmi les 3 challengers de ces scrutins. Il s'est attelé sur les promesses de campagne qui sont axées sur les 4 axes de son programme, notamment la restauration d'un état de droit et sur les axes économiques. Il a promis de diversifier notre économie.
Emmanuel Ramazani Shadary va s'adresser aux militants et sympathisants de la capitale du Front commun pour le Congo le vendredi 21 décembre. Ce sera son dernier meeting électoral dans le contexte où, à la même date, se clôture la campagne électorale qui a été lancée le 22 novembre dernier. Et sachez que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a pris la décision d'interdire les meetings dans la capitale ce mercredi, officiellement pour des raisons de sécurité. Une décision qui est intervenue alors que le candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, prévoyait de tenir un meeting cet après-midi. C'est à l'Assemblée parlementaire nationale algérienne qu'un groupe parlementaire d'amitié Algérie-Égypte a été installé. L'initiative vise à promouvoir les relations bilatérales et renforcer la coordination et la coopération parlementaire entre les deux pays. Une coopération dans les domaines politiques, socio-économiques et culturels, entre autres. La sécurité sera aussi au cœur de cette coopération pour ces deux pays, en proie à des attaques terroristes ces dernières années. Le Cap-Vert est à la recherche d'investisseurs. L'État insulaire est régulièrement cité comme un exemple de démocratie, de respect des droits de l'homme et de bonne gouvernance en Afrique et dans le monde et souhaite désormais rentabiliser cette position à travers des investissements. C'est un sujet de la rédaction. Renforcer les investissements pour favoriser le développement de l'économie nationale, c'est la mission que s'est fixée le Cap-Vert et c'est dans ce cadre qu'un forum a été organisé le 12 décembre 2018 à Paris afin d'attirer des investisseurs, une grande première pour l'État insulaire qui a réussi à obtenir des promesses d'investissement estimées à 850 millions d'euros. Tout d'abord, c'était une opportunité pour le Cap-Vert de rassembler tous nos partenaires, à la fois de la coopération bilatérale, mais aussi de la coopération multilatérale. Et un résultat très positif, on a réussi à mobiliser un peu plus de 800 millions d'euros pour le développement de notre pays. On a présenté un plan stratégique de développement durable de notre pays pour la période 2017-2021. Et le fait qu'il y ait eu un engagement fort, clair de nos partenaires est quelque chose qui nous a profondément rendu, si vous préférez, contents. Parmi les principales destinations touristiques en Afrique, le Cap-Vert veut accélérer sa croissance en ne comptant pas seulement sur ce secteur qui représente 25% de son PIB. L'État insulaire a enregistré une croissance économique de son PIB qui est passée de 1% en 2015 à 4% en 2017. L'importance, comme je vous ai dit, c'était de rassembler nos partenaires, passer un message de confiance pour les investisseurs. Nous avons de plus en plus d'investisseurs qui choisissent le Cap-Vert pour investir dans le tourisme, dans les énergies renouvelables. On veut transformer notre pays dans une immense plateforme de prestation de services au niveau international. Le Cap-Vert veut également profiter de sa position géographique pour être un lien stratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique dans différents secteurs économiques. Le gouvernement envisage également de développer l'économie bleue. À travers ces nouvelles opportunités d'investissement, les autorités ambitionnent de favoriser la création d'emplois et la croissance économique. Des projets qui seront réalisés de manière à garantir l'utilisation durable des ressources océaniques en assurant un développement économique, social et environnemental stable à long terme. Un tribunal itinérant soutenu par les Nations Unies a commencé à tenir des procès dans la ville de Bentiu, dans le nord reculé du Sud-Soudan. Il s'agit d'une grande première depuis plus de 4 ans. Selon les dernières estimations, la guerre civile au Soudan du Sud a tué près de 400 personnes depuis 2013, dont environ la moitié ont succombé des suites de blessures violentes. L'objectif désormais est de faire appliquer la justice à Aïssatou Bari. Pour la première fois depuis plus de 4 ans, la ville de Bentiu, dans le nord du Sud-Soudan, s'est dotée d'un tribunal itinérant initié par les Nations Unies. C'est dans cet ancien bâtiment rénové avec l'aide d'une unité de soldats de la mission des Nations Unies au Sud-Soudan que vont se tenir les procès. Cette procédure judiciaire va permettre à 27 suspects qui attendent depuis plus d'1 an d'être jugés. Nous travaillons sur un système judiciaire pour que les accusés puissent être jugés rapidement. Ils devraient soit être inculpés, soit être libérés s'ils n'ont pas commis de crime. Personne ne devrait être condamné sans être jugé. Sinon, ça reviendra à dire que la justice a été remise à plus tard, mais avec le rétablissement des tribunaux et des avocats pour assurer la défense conformément à la loi, c'est une bonne chose et cela m'encourage à aller de l'avant. Selon Médecins sans frontières, au cours d'une vague de violence de 10 jours dans la ville de Bentiu, des hommes armés avaient violé 125 femmes. Les victimes se sont déjà manifestées. Elles espèrent que les enquêtes en cours leur permettent
permettront d'obtenir justice. Il y a des endroits, y compris Bentiu, où l'administration ne peut pas faire appel à un juge, car il n'y a même pas de lieu de séjour, pas de palais de justice, pas d'équipement pour la salle d'audience, ni même de policiers pour assurer la sécurité. Ainsi, tout cela a empêché l'administration de faire son travail et rendre justice aux victimes. La guerre civile au Soudan du Sud a tué près de 400 000 personnes depuis 2013, selon les dernières estimations. Pour l'ONU, le gouvernement et la communauté internationale sont dans l'obligation d'assurer la justice dans le pays afin que les responsables de ces violences rendent des comptes et que leurs crimes ne restent pas impunis. C'était un sujet commenté par Ange Noménio. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.